Donc on va démarrer cette dernière leçon, au moins au Collège de France, sur la chimie des matériaux hybrides. Donc une leçon consacrée à la chimie douce. Donc au cours de cet exposé, j'ai essayé de faire pas un résumé, mais de reprendre finalement un certain nombre de données qui ont été publiées à la fois au laboratoire ou dans des laboratoires à l'extérieur, des choses qui m'ont bien plu, qui m'ont bien amusé, évidemment. Dans le temps qui m'est imparti, je ne peux pas tout couvrir. Alors, chimie douce, bon, d'une part, c'est une chimie qui propose des nouvelles stratégies pour l'élaboration de matériaux quand on compare aux méthodes traditionnelles d'élaboration de matériaux, que ce soit les métaux et alliages, les céramiques, les verres. Vous voyez que ce sont des systèmes, des matériaux qui ont été faits avec plein de qualités, mais qui sont en général synthétisés à des températures assez élevées, je dirais, avec un minimum autour de 900-1000 degrés. Alors, les matériaux de la chimie douce, pour les définir d'une façon assez large, on pourrait dire que ce sont des matériaux qui sont composés totalement ou partiellement de matière minérale, avec la possibilité d'avoir un mariage, je dirais, avec le monde organique et biologique. D'autre part, ce sont des matériaux qui, contrairement aux matériaux conventionnels qui sont faits par malaxage, broyage, ces matériaux sont faits via des approches moléculaires, du petit vers le grand, ce qu'on appelle des approches ascendantes principalement. Alors si on regarde maintenant le monde organique, la matière organique, quelles sont finalement les zones de température dans lesquelles on peut encore considérer que l'on fait de la chimie douce. Donc vous allez voir, je vais pousser en fait les barrières de la chimie douce un peu plus loin que la chimie à température ambiante, qui est la chimie, je dirais, qui est entre guillemets douce, mais qui ne peut pas permettre finalement d'étendre le spectre des nombreux matériaux dont on a besoin ou des matériaux qui sont intéressants tout simplement. Donc ici on a des micro-organismes thermophiles qui existent dans les fumeurs noirs. Les températures, je dirais, ils vivent à des températures de l'ordre de 100-120 degrés sous pression. Vous avez également des animaux type tardigrade. Les températures, vous voyez, peuvent être plus élevées et plus basses. Donc la fourchette commence très nettement à s'élargir jusqu'à 150 degrés. Donc tout ça, c'est encore de la matière vivante. Bon, maintenant, si on regarde du côté des organiques non vivants, jusqu'où on peut aller en température en gardant finalement des composantes organiques. Bon, l'exemple, je dirais, limite que l'on trouve, c'est celui des polymères à haute performance et à décomposition thermique élevée, avec des records autour des polyimides, qui sont des polymères stables jusqu'à environ 450 degrés. Donc, globalement, ces systèmes-là ont des stabilités thermiques de 300 à 450 degrés. Donc si j'ouvre un peu la fenêtre de la chimie douce au-delà de la température ambiante, en me disant je veux travailler dans des conditions où je peux encore conserver de la matière organique, globalement cela veut dire que je vais travailler entre moins quelques degrés Celsius, pour des raisons de cinétique essentiellement, à plus 300-350 degrés. Donc voilà à peu près la fourchette de température maximum, qui sont assez loin, vous le voyez, des températures, je dirais, conventionnelles pour les matériaux, je dirais, les plus classiques, qui sont en fait, je vous le rappelle, les métaux, alliages, céramiques ou autres. Alors maintenant, si on regarde un petit peu les approches qui sont utilisées avec différents solvants, différents modes de sollicitation et différentes gammes de températures, évidemment, vous avez les mélanges dans l'eau, ce sont ceux qui sont classiquement les plus proches d'une idée un peu idéale, je dirais, de la chimie douce, avec des systèmes qui travaillent entre la température ambiante et 100 degrés, ou les alcools, ou des mélanges, avec des mètres de chauffage, vous voyez, qui peuvent être conventionnels, micro-ondes ou par ultrasons. Vous avez également des milieux hypercritiques de CO2, des solvants organiques directement, des liquides ioniques, des milieux plus complexes qui peuvent être des polymères fondus, puisque les polymères fondus peuvent être, je dirais, typiquement dans la gamme en dessous de 350 degrés, et puis les sels fondus éventuellement, mais dans la gamme basse température, c'est-à-dire typiquement entre 140 degrés, qui sont les températures à peu près les plus basses que l'on trouve pour un certain nombre de sels fondus
facile à mettre en œuvre jusqu'à, je dirais, 300-400 degrés maximum. Alors, les polycondensations minérales, il y a 4 voies, je vous les rappelle rapidement. Il y a les voies d'hydrolyse-condensation par, je dirais, voie aqueuse, où on joue essentiellement sur des variations de pH. Les voies par voie organique alkoxyde, où on hydrolyse des précurseurs métallo-organiques. Des voies non hydrolytiques, où on fait de la condensation en activant finalement la condensation par des voies thermiques. Et puis également sont inclus dans ces voies de polymérisation les polymères de coordination, puisqu'en fait ce sont des réactions de polymérisation entre des métaux très souvent agrégés sous forme de clusters et puis des ligands organiques au moins de fonctionnalité 2. Se rajoute à ça toutes les phases, je dirais, de précipitation, de nucléation, croissance, éventuellement d'attachement orienté, même les réactions d'intercalation où vous n'avez pas forcément des réactions de condensation simple telles qu'on les voit dans la chimie douce type sol-gel, mais vous avez des étapes de nucléation-croissance, même pour faire des métaux par exemple. Alors, si je résume un petit peu les stratégies généralement utilisées par les chimistes de la chimie douce, ici à gauche, je répète, ce sont les voies sol-gel, hydrolytiques ou non hydrolytiques. On part de précurseurs variés, sels métalliques, alkoxydes, avec des fonctions orange ou rouge qui sont organiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la chimie douce conventionnelle, si vous préférez, le sol-gel conventionnel. Les voies où on utilise des ligands à fonctionnalité supérieure à 2, donc on accroche les morceaux pour faire des MOF, qui sont en général des matériaux cristallisés, donc des polymères de coordination qui sont poreux. Et puis vous avez donc, à partir d'un ensemble de précurseurs et des sources différentes qui ne sont pas forcément l'oxygène, ça peut être du phosphore, du soufre ou autre, via des étapes de nucléation-croissance, ou d'attachement orienté, vous pouvez faire des nano-objets, certains de ces nano-objets pouvant être faits par hydrolyse, condensation ou polymérisation d'une façon générale contrôlée de ces voies-là pour obtenir des objets discrets. Et ces objets discrets, ensuite, peuvent être utilisés par connexion pour créer des matériaux. Et puis, entre ces voies-là, vous pouvez utiliser soit les précurseurs de gauche, soit des briques préformées, et puis structurer finalement votre milieu réactionnel en utilisant des gabarits qui sont des tensioactifs ou des latex, en fait des gabarits qui structurent finalement le milieu réactionnel et qui permettent d'organiser finalement la solution dans laquelle a lieu la réaction chimique, qui vous donne lieu à former des assemblages mésoscopiques à partir desquels vous pouvez générer par exemple des matériaux poreux. Et ici, si je reviens sur les nano-objets, donc ces nanobriques préformées de construction, elles sont très très diverses, c'est pratiquement tout le tableau périodique. Ensuite, vous pouvez jouer avec ces nanobriques, avec des connecteurs, et en fonction de la dynamique d'interaction du connecteur, si vous vous placez dans des conditions thermodynamiques ou cinétiques, vous allez obtenir des objets très variables qui peuvent aller de polymères de ce type, d'argile intercalée, à des polymères, je dirais, amorphes, ou même à des systèmes qui peuvent être cristallins si vous jouez au maximum sur les réactions de réversibilité. Alors, je vais faire un petit peu un panorama d'un certain nombre d'études et d'exemples, plutôt des exemples que des études, qui m'ont un petit peu amusé. Évidemment, je ne peux pas tout citer. Donc, d'une part, ce qu'il faut voir, c'est que la chimie, c'est quand même, et la recherche d'une façon générale, je dirais ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est les aspects créatifs. C'est peut-être pour ça qu'on se lève tous les matins, c'est-à-dire les aspects créatifs un petit peu à la façon d'un artiste. C'est pour ça que j'ai intitulé ce transparent « Quelles sont les nanobriques de la palette du chimiste ?» Et en général, le chimiste, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas dans le passé, mais aujourd'hui, le chimiste n'est pas raciste au niveau, je dirais, des choix du tableau périodique. Il travaille, en fait, que ce soit sur des oxydes, sur des phosphates, sur des fluorures, des borures, des carbures, des nitrures. Je dirais que pour le chimiste, après, c'est une propriété peut-être qui éventuellement peut être visée dans un deuxième temps, surtout quand on va chercher de l'argent, pour être très clair, mais le chimiste, ce qu'il veut, c'est arriver à construire des nouveaux édifices, des édifices originaux, et de comprendre finalement les aspects mécanistiques. Donc, en fait, il y a toute une palette qui s'ouvre, à partir de laquelle on peut faire des colloïdes minéraux, des organiques, des hybrides, des nanocristaux à base de métaux ou de cations métalliques. Donc ça, c'est très très large comme domaine. Alors, les plus belles figures, très souvent, sont obtenues, je dirais, avec les systèmes finalement, quelque part, les plus simples à contrôler, et souvent les plus beaux objets au niveau de l'esthétique sont très souvent obtenus avec les métaux. Je vais vous en montrer quelques-uns,
mais je dirais qu'il y a pas mal de collègues qui sont sur la bonne voie pour créer justement des objets fonctionnels intéressants avec des systèmes qui peuvent être plus complexes, des types oxydes, fluorures, borures ou phosphures ou autres. Alors voilà quelques exemples, par exemple, qui ont été réalisés au laboratoire, donc des nanos de polymères de coordination, des oxydes de ruthénium, bon, ça c'est des travaux de Capucine par exemple, des oxydes de tungstène dopés au molybdène pour la catalyse, de zirconium par contre dopé tungstène au molybdène, ça c'est ce qu'avait fait Francisco pendant son stage quand il était encore en thèse. Des systèmes, vous voyez, des hétérostructures de métaux, je vais revenir là-dessus, des nanoplaquettes intéressantes, des cobaltites, ou bien des nouvelles phases, ça c'est un travail qu'a fait David Porteau, des nouvelles phases d'oxyde de tungstène fait par finalement de la chimie douce conventionnelle, ce qui veut dire qu'il y a encore des choses à chercher, et ça c'est très bien, même lorsque l'on travaille sur des phases aqueuses. Donc évidemment, j'ai mis derrière les propriétés qui ne sont pas espérées, mais qui sont réalisées, elles peuvent être compétitives avec certains matériaux. Deuxième série d'exemples, bon, des phosphure métalliques, ça c'est Sophie Karenko, les carbures, c'est également Sophie, porures et siliciures, c'est David Porteau, vous voyez, des systèmes à l'échelle nanométrique qui étaient assez difficiles à faire il y a, je dirais, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, des systèmes multi-anioniques et multicationiques, des phases de Magnelli à l'échelle nano, ça, Magnelli, c'est des années 60, et ben les Magnelli à l'échelle nano sous ces formes-là, vous voyez, ce sont des travaux assez récents, ça c'est à nouveau David, ou bien même des perovskites bien cristallisés à l'échelle nano. Donc les propriétés, je ne rentre pas dans les détails, c'est souvent catalyse, énergie, vecteur, propriétés magnétiques, propriétés électriques, etc. Alors, évidemment, ce sont des exemples qui vous montrent des objets nanométriques avec des facettes qui ne sont pas forcément les plus beaux au niveau de l'esthétique parce que ce sont quand même des systèmes qui sont difficiles à faire. C'est d'ailleurs pour ça que ça nous intéresse au laboratoire, c'est parce que ces systèmes sont plus difficiles à faire que les autres. Mais si on veut sculpter la matière avec précision, eh bien, vous voyez, je vous prends 3 exemples. Bon, ça, c'est un travail un peu grossier, mais si on veut faire un travail d'orfèvre, il faut déjà diminuer la taille des outils et l'énergie qu'on va y mettre. Donc, en fait, pour faire un travail d'orfèvre, ça veut dire qu'il faut prendre des systèmes qui sont réactifs, qui sont facilement solubles et précipitables, et dans des gammes de température, je dirais, autour de 20 degrés, 80 degrés, 20 degrés, 200 degrés maximum. Alors, on trouve des faciès de nanocristaux, vous voyez, très variés, hein, des figures assez jolies, en forme d'octaèdres, de fils, de barreaux. Bon, vous voyez une liste, je ne voudrais pas vous faire une liste à la Prévert, avec des tailles qui sont variables, je dirais, entre 5 nanomètres et 500 nanomètres. Bon, certains sont anisotropes, qui peuvent être intéressants par exemple pour faire des cristaux liquides, pour ceux que ça intéresse. Et donc, ces systèmes-là ont été énormément travaillés par de nombreux groupes dans le monde. Et en voilà quelques exemples. Ça, ce sont des nanobriques de métaux. Vous voyez que la définition est vraiment très jolie. On obtient de très, très beaux objets. Mais c'est du métal. Ça, à nouveau, ce sont des nano-octaèdres d'or. Ici, c'est le travail qu'on avait fait avec Cécile Thomazeau il y a un bon moment et avec Olivier Durupti sur des nanocristaux en fait, de palladium, du platine, vous voyez, du nickel, des tiges de certains fluorures qui donc émettent de la lumière. Vous voyez, les formes commencent à être beaucoup plus, sur le point de vue de l'esthétique, bon, soit ce sont des formes géométriques, et la géométrie plaît toujours à l'œil de l'homme, je dirais, mais également il y a des formes qui ne sont pas si régulières que ça, qui sont très intéressantes. Alors beaucoup de travaux ont été faits sur des métaux. Vous voyez par exemple, on peut faire des hétérodimères avec de l'or coincé entre 2 particules d'oxyde de fer, de l'or, des cœurs coquilles, des nanoboîtes. Vous voyez, des octopodes, ça c'est des sélénures de cadmium, des haltères. En fait, ça c'est ce que j'ai décrit dans des leçons en 2013, il me semble. Et donc, vous voyez, on arrive à avoir des structures qui, au niveau de l'esthétique, sont magnifiques. Et très souvent, dans le cas des métaux, pourquoi ça se fait relativement facilement? Parce qu'on peut jouer sur quelque chose qui est assez vieux et assez connu, c'est-à-dire le déplacement galvanique, en fait. Et le moteur, en fait, pour arriver à corroder, en fait, c'est une réaction de corrosion, pour parler simplement, et ben, c'est la différence de potentiel d'oxyde de réduction entre métaux.
entre le métal le plus noble et le moins noble. Donc il y en a un qui sert d'anode et l'autre de cathode, donc vous pouvez déplacer, le cuivre va déplacer le zinc, l'or va déplacer l'argent, le platine et le palladium déplacent l'argent, ainsi de suite. Donc par des réactions de piles, en fait ce que vous faites c'est des micropiles, vous allez pouvoir sculpter la matière à l'échelle nanométrique et obtenir, vous voyez, ces boîtes assez magnifiques avec des trous bien ciblés aux bons endroits. Et voyez donc par exemple ces tiges creuses, ces tubes d'or creux, bon, ce sont des systèmes qui sont élaborés en fait en jouant essentiellement sur un effet de pile, donc un effet galvanique. Ça, c'est un travail qui avait été fait par un groupe catalan. Ce sont des systèmes à 3 métaux, or, palladium, argent. Et vous voyez, en fait, ce sont les formes idéalisées, et ça, ce sont les formes récupérées et analysées par microscopie électronique. J'aime bien citer cet article. Pourquoi? Parce que c'est un article net, parce qu'il met également les pourcentages de chaque forme réellement observées pour les préparations. Et pas dire, voilà, on obtient ça, et c'est tout. On obtient ça, mais à 30%, 40%, 80%. Et ça, c'est assez agréable quand on a ce type de données. Alors maintenant, ces objets nanométriques, eh bien, le chimiste va avoir envie de les assembler. Et donc, dans les assemblages que vous connaissez bien, bon, que ce soit la ballonne ou les autres, vous voyez bien qu'il est plus facile d'assembler des objets qui ont une taille, une certaine uniformité, à empiler, hein, et éventuellement, si on peut également jouer sur la connectique par d'autres moyens, eh bien, on a des empilements qui peuvent être relativement réguliers. Hein. Donc l'importance de la distribution de taille, des mono ou des polypopulations en fonction des empilements ou de ce que l'on veut construire à une échelle, je dirais, un peu plus grande que l'objet nanométrique. Ça, c'est un exemple du groupe de Bordeaux avec Étienne Duguet et Serge Ravenne, donc ils travaillent depuis très longtemps là-dessus, où vous voyez, via en fait différents modes, en fait, comment on arrive à contrôler des molécules de colloïdes. En fait. Ces objets-là sont des nanoparticules ou des colloïdes que l'on assemble avec des formes moléculaires. Et donc ça peut se faire, bon, il y a différentes façons. Soit on joue sur des séparations de phases dans les milieux polymériques, soit sur des aspects nucléation et croissance à la surface, par exemple à partir d'une petite bille de silice, on va les faire croître de façon sélective des billes d'un polymère type polystyrène, soit via de l'agrégation contrôlée de nano-objets. Et donc, il vous en parlera sans doute demain. Vous voyez, on obtient des objets, des molécules en fait, qui correspondent à des empilements colloïdaux. Ça, ce sont d'autres systèmes qui ont été faits par le même groupe. Vous voyez, donc avec des tétraèdres parfaits. Ce qui est très marrant ici, c'est que finalement, vous voyez ici, vous avez un objet avec un atome central en tétraèdre, et puis 4 objets totalement différents. Ça veut dire que normalement, cet objet est chiral. Et donc ça, c'est un petit peu ce qu'arrivent à faire aujourd'hui les plus belles études, je dirais, sur l'assemblage de petites particules de façon contrôlée. Mais il y a énormément de travail là-dessus. Ça, ce sont des belles images. Mais quand vous regardez ce qu'ont fait, par exemple, Étienne et Serge Ravenne, je ne compte pas le nombre de thèses et de doctorants. C'est un travail sur le long terme. Ça ne peut pas se faire sur un projet ANR. Ça ne suffit pas. Il faut vraiment avoir de la continuité. Alors, évidemment, les empilements de billes, c'est quelque chose qui est bien connu, hein, donc des billes de polystyrène que l'on peut substituer ensuite par de la silice, de l'étain, du titane, des oxydes. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire des réseaux photoniques avec des variations d'indices intéressantes, puisque globalement, je vais avoir des indices de plus en plus grands lorsque je passe de la silice SiO2 au métal silicium. Donc ça, ce sont des travaux assez anciens, mais c'est utiliser finalement l'empilement de nano-objets. Alors ensuite, si on veut avoir des nano-objets avec des porosités plus grandes à tomber dans le domaine des aérogels, je vous en ai parlé l'année dernière, eh bien, c'est ce qu'on appelle les aérogels particulaires qui ont été faits par Mathéus, Stéphane Parola et Frédéric Chaput, où finalement, maintenant, on va essayer d'optimiser finalement la réaction d'agrégation entre objets. L'empilement ne va pas être parfait, mais on veut que l'édifice arrive à tenir. Et donc ça, c'est stabiliser la solution colloïdale et les conditions de collage en fait, des colloïdes. Donc c'est également un travail qui est difficile. Et là, on n'arrive pas sur des molécules, mais sur des vrais matériaux, parce qu'en général, les aérogels sont des systèmes à macroporosité, donc ce sont des isolants thermiques. Et en plus, dans les travaux qui ont été faits par cette équipe lyonnaise, vous avez finalement la possibilité d'avoir des fonctionnalités additives par rapport à de la silice, c'est-à-dire que les systèmes peuvent être fluorescents, peuvent être également intéressants pour l'énergie ou autre. Donc ça, ce sont d'autres types d'aérogels, c'est simplement pour vous faire voir que la matière ne s'arrête pas, je dirais, à une colonne du tableau périodique. Vous pouvez vraiment varier les compositions de différents types d'aérogels qui sont tous
en fait, issus du collage de systèmes nanoparticulaires. Alors évidemment, ce n'est pas un collage au niveau de l'esthétique, ce n'est pas le collage en étoile parfait qu'on imagine, mais c'est un collage efficace puisque l'édifice arrive à tenir. Alors ça, c'est l'importance en fait dans ces réactions de collage, je vous ai dit, c'est comment on arrive à contrôler finalement l'interface et la surface des nano-objets. Alors ça, c'est une étude qui a été faite au laboratoire. Hein, c'était la thèse de Goldman, avec David, Corinne et bien d'autres, où l'idée, c'était d'arriver à séparer finalement des recouvrements de surface par des interactions latérales entre chaînes. Vous voyez ici, il y a une chaîne qui va s'auto-aimer, je dirais, puisque vous avez les liaisons hydrogènes, donc ça veut dire que ça va s'auto-assembler, et une chaîne qui ne l'est pas, ici, ou beaucoup moins. Et donc, c'était l'idée de faire ça sur des systèmes simples, qui est l'or. Bon, malgré les difficultés et tout le travail qui a été fait, ce sont des systèmes qui sont plus simples que d'autres, comme les oxydes, par exemple. Et ce que vous voyez ici, c'est une microscopie électronique qui a été faite par Ovidiu Hersen, où, en gros, la partie bleue, ce sont finalement des patchs de silice qui ont été rajoutés parce que vous arrivez à nucléer de la silice sur ces queues-là, sur ces systèmes-là, et pas sur ces queues-là. Et donc, ça vous permet de les imager relativement facilement. Voilà, bon, je ne vous fais pas le système en 3D, donc on voit très bien qu'en fait, on a bien ségrégation des domaines en fonction de l'affinité, mais on voit aussi quelque chose, c'est que souvent les images qu'on a en tête ne sont pas aussi parfaites qu'on les imagine ou quand on fait un petit dessin PowerPoint. En fait, c'est bien ségrégé, mais finalement, vous voyez, cette particule n'a rien, celle-là on a un peu beaucoup et celle-là un peu moins, mais je dirais le concept et l'idée sont là et bien validés. Alors évidemment, ce sont des particules sphériques sur lesquelles, et de petite taille, c'était ça aussi la difficulté, sur lesquelles, finalement, globalement, il y a une affinité de surface qui répond de la même façon. Et donc, si on veut vraiment faire des systèmes où on va ségréger les ligands, eh ben, on va prendre des particules avec des facettes différentes. Ça, c'est un travail qui a été fait par Eugenia Kumasheva et son groupe, où au lieu de prendre des particules très petites d'or, eh ben, on prend des tiges d'or sur lesquelles il y a des facettes, et ces facettes vont présenter des affinités différentes. Par exemple, pour cette molécule qui est un surfactant, le CETAB, donc un ammonium quaternaire et un bromure, qui va plutôt s'additionner sur les faces latérales, et puis des polymères du type polystyrène fonctionnalisés avec des thiols, de telle façon à avoir une meilleure affinité avec les faces 1-1-1. Et donc ça permet de faire un objet, voyez, de ce type, et ensuite on peut arriver à recoller éventuellement ces petits bâtonnets fonctionnels via les fonctions polystyrène porteurs de fonctions thiol. Et donc ça, c'est ce qu'elle a fait. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on voit en microscopie électronique, dans un solvant type DMF, je ne rentre pas dans les détails, et donc on peut avoir des assemblages programmés parce que ici, le nanocristal de base a suffisamment de différence d'affinité via ses faces sur différents types de groupements, et ça peut se faire. Et donc c'est ce qu'elle a fait dans différents systèmes. Donc ensuite, ce qui a été fait, vous voyez, c'est en fait faire varier les pics plasmons en fonction du type d'enchaînement que vous allez faire, un grand polymère, des courbes ou bien des systèmes en fagot ou des systèmes en sphère. Évidemment, les interactions entre nanoparticules ne vont pas être les mêmes, et globalement, vous allez avoir une réponse optique qui va être différente. Mais ça peut se faire parce que, au départ, les objets qui ont été choisis ont des surfaces très nettement différentes avec des affinités différentes. Donc en fait, les assemblages de mésoscopiques de nanobriques, si je regarde maintenant d'une façon plus globale, en fait, ce qu'on peut appeler, je dirais, les cristaux faits par auto-assemblage, en fait, ces formes mésoscopiques jouent sur des interactions attractives que j'ai listées ici et des interactions répulsives, mais ce qui est important, à nouveau, c'est pour obtenir des assemblages, je dirais, un peu optimum, au moins au niveau de l'esthétique, c'est d'avoir une certaine monodispersité dans les briques. Et donc, on peut obtenir, vous voyez, des nanocristaux qui s'organisent en mésocristaux, c'est ce qu'on appelle la mésocristallisation, ou bien de l'attachement orienté, donc avec différents types d'interactions, pour obtenir, vous voyez, des objets à une échelle plus grande, mais qui présentent finalement un certain caractère ordonné. Donc, un bel exemple de l'alignement via l'organique, c'est celui qui a été fait il y a pas mal d'années par Steve Mann, vous voyez, en jouant finalement sur la précipitation d'un sel, un sulfate de barium, en présence de ce complexant, qui vient se coller, vous voyez, sur les surfaces. Donc c'est exactement un peu ce modèle. Et donc ensuite, vous avez des interactions hydrophobes entre chaînes qui collent les morceaux. Donc ça, c'est un exemple finalement d'attachement orienté
induit par l'organique. Et puis vous pouvez avoir finalement un attachement orienté induit par des relations d'épitaxie. Et c'est ce que vous voyez ici dans ces auto-assemblages, où vous avez donc des mésocristaux de ZNS type blinde, soit en octaèdre, soit en tétraèdre. Mais quand vous allez regarder la structure très fine de ce cristal qui apparaît comme un monocristal, eh bien vous voyez que finalement, c'est formé de tout petits cristaux qui sont collés les uns des autres. Et quand vous les regardez au niveau de la microscopie, vous voyez qu'il y a des relations d'épitaxie. Donc en fait, c'est une façon de faire de la mésocristallisation. Alors, si on rentre sur le terrain de jeu, c'est un peu de la Lego-chimie finalement, si on rentre sur ce terrain de jeu, eh bien il y a des outils qui sont des très bons outils d'apprentissage, qui s'appellent des clusters, donc des objets qui peuvent être des nano-objets, mais qui restent des molécules. Donc vous aurez un certain nombre d'exemples demain dans les exposés. Pourquoi les clusters sont intéressants? Eh bien, parce que l'objet cluster a des directionnalités de fonctions qui sont fixes et également qui sont relativement peu nombreuses par rapport à un nano-objet. Donc ça, finalement, ça revient un petit peu, c'est ce que vous avez quand vous faites du Lego, les gamins. Donc finalement, ça simplifie le problème. Et puis également, dans les étapes de caractérisation, ce sont des objets qui sont, entre guillemets, je dis bien, plus faciles à caractériser. Alors des clusters, en voilà quelques-uns. Bon, ça, ce sont des clusters unités de base, je dirais, de polymères de coordination très connus. Je vais revenir là-dessus. Bon, ça, c'est du chrome, ça, c'est du zinc. Ensuite, vous connectez via les points noirs ici avec des systèmes bifonctionnels. Ça, c'est les oligocyclosanes qui existent depuis les années 70. Les phases de Chevrel, vous en entendrez parler demain, puisqu'on a un collègue René qui vient. C'est bon, des polyoxostanates, des polyoxotitanates et zirconates. Donc ça, ce sont des travaux qui ont été faits au laboratoire. Et puis également des polyoxométallates. Et demain, vous aurez également des exposés où les gens utilisent ce genre de cluster, donc de composés moléculaires, mais qui a déjà une certaine intégrité pour construire des choses. Alors, quand on regarde un cluster, eh ben ça va énormément dépendre, le résultat final va énormément dépendre finalement du type de connecteur que l'on va utiliser. Je reviens là-dessus. Globalement, soit vous éteignez les fonctions en noir, donc vous restez sur un système qui est soluble, soit vous lui donnez des possibilités d'ouverture pour avoir une connectique plus grande. Donc vous allez faire un réseau. Maintenant, ce qui va changer quand vous allez faire le réseau, eh bien, c'est la labilité de ces liaisons, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir obtenir l'équilibre de quelque chose, et puis la flexibilité finalement des bras également. Donc, si je veux faire un système cristallisé type MOF ou polymère de coordination, je vais prendre des espaceurs rigides et puis des réseaux, des clusters, des croisillons qui vont être avec des fonctionnalités réduites. Et donc, en jouant sur la température, je vais atteindre un équilibre thermodynamique pour éviter ça, qui serait le cas du composé amorphe, et pour aller vers un matériau beaucoup plus organisé, qui est le MOF, tel qu'on le décrit, au moins dans les publications. Donc voilà des gens, Kitagawa, qui a travaillé sur les polymères de coordination poreux, Yagi sur les MOF, c'est lui qui a donné le nom Metal Organic Framework, travaillant sur les complexes de zinc ou les IF, dont je vous ai parlé dans de nombreux cours, et Gérard Ferré, qui a énormément développé, je dirais, certains autres éléments du tableau périodique, comme les trivalents, par exemple, ou les tétravalents. Donc ça, c'est les MOF. Mais lorsque l'on choisit d'autres types de briques, ça, ce sont des briques qui ont été faites au laboratoire, donc il y a une longue histoire autour des clusters de titane. Vous voyez, c'est un petit cœur d'oxyde, si vous voulez parler simplement, recouvert de revêtements qui sont en fait des groupements alcool qu'on peut échanger sélectivement et en nombre en fonction de comment on s'y prend. Mais cette fois-ci, si vous prenez, vous voyez déjà, vous avez une connectique qui est beaucoup plus grande que sur la plupart des MOF, puisque la connective maximum est de 32. Ce n'est pas vrai parce que la réactivité n'est pas égale 32 pour tout le monde. Et bien ensuite, si vous avez des bras qui présentent une certaine flexibilité, ou bien si vous changez les groupements pour des groupements polymérisables, il va être difficile d'atteindre dans les conditions, en plus de température relativement douce, des systèmes qui vont être cristallins. Donc ce que vous allez obtenir dans ces cas-là, ce sont des verres qui peuvent être intéressants au niveau de leurs propriétés, mais qui ne sont pas cristallisés. Mais ça veut dire qu'on pourrait très bien obtenir des MOF par ces stratégies-là, mais il faudrait repenser, je dirais, les aspects connectiques et les aspects rigidité, je dirais, des connecteurs. Alors ça, c'est un cluster que quelqu'un connaît très bien au fond de la salle. François Rivaux a travaillé des années, continue à travailler là-dessus, qui est fait par hydrolyse condensation chimie douce, typiquement de précurseurs d'étain.
briques très bien définies, bien caractérisables par des techniques comme l'ARMN de l'étain, et puis, vous voyez, avec des fonctionnalités échangeables, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2, donc ça peut être un très bon modèle pour faire un certain nombre de matériaux. Et donc, ce qui a été fait dans un travail avec Laurence en particulier, et puis François Potier, et puis ça a été financé également par PSA, c'est d'essayer de voir si on pouvait utiliser ces systèmes-là pour créer des modèles, je dis bien des modèles de matériaux qui peuvent montrer certaines propriétés d'autoréparation. Alors, l'idée, c'est d'utiliser finalement un nœud de réticulation qui est le cluster, avec en fait des compensations de charge. Donc ici, vous avez une interface électrocytique, ça veut dire que vous avez un nœud de réticulation, mais une interface labile, puisque c'est ionique, et vous connectez finalement ce maillon polymérisable, vous avez un acrylamido qui est polymérisable, avec un élastomère, donc quelque chose qui normalement est censé donner un caoutchouc, pour obtenir un matériau de ce type. Et donc ça, c'est un modèle intéressant, parce que vous avez à la fois, c'est ce que je vous ai dit dans le cours que j'avais fait sur l'autoréparation, pour arriver à réparer des systèmes, il faut arriver à gérer la dynamique au niveau de l'interface des nœuds de réticulation et au niveau donc ça c'est au niveau nanométrique de la liaison chimique, et la dynamique également à l'échelle mésoscopique pour pouvoir permettre finalement des mouvements de polymères. Donc ça, c'est le matériau un peu idéalisé tel qu'il a été fait. Les petits points bleus représentent les clusters. Et donc ça, c'est ce qui a été obtenu. Vous voyez, on obtient un matériau qui est massif, qu'on peut mettre en forme, que l'on peut couper en 2 pièces, et puis si on recolle les bouts, vous voyez, on récupère à peu près 80% de la propriété mécanique au bout de quelques semaines à 20 degrés, quelques heures à 90 degrés. C'est loin d'être un matériau intéressant au niveau de l'industriel, mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est les concepts que ça sous-tend. Et donc en ce moment, le groupe de Laurence est en train de chercher des matériaux hybrides à mémoire de forme ou avec des propriétés de thermoformage, évidemment avec d'autres choix de polymères qui seront plus intéressants dans un cadre industriel. Alors maintenant, ces fameuses structures poreuses, en fait, ces algues phytoplanctoniques que je vous ai très souvent montrées, et je pense que Jacques va vous les montrer à nouveau dans un de ces exemples, ce sont par exemple les diatomées, ce sont des structures, vous voyez, qui sont poreuses à différentes échelles. Donc ce sont typiquement des structures hiérarchiques. Quand vous obtenez des photos en agrandissant de façon régulière votre cliché, vous voyez des pores de plus en plus petits. Dans les petits trous, il y a encore des plus petits trous. Et puis, si vous regardez le mur dans le détail, vous voyez que ce mur est constitué de toutes petites particules de silice de 10 nanomètres qui sont collées les unes aux autres. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on appelle des structures hiérarchiques. Et donc, c'est une des caractéristiques de nombreux matériaux du vivant. Mais aujourd'hui, via les approches de chimie douce en particulier, les gens savent faire des systèmes hiérarchiques à porosité contrôlée. Du côté des petits trous et des petits pores, ce que utilisent les gens, c'est les méthodes développées par Kuroda et puis les groupes américains, c'est-à-dire des méthodes basées sur des gabarits qui s'auto-assemblent, donc typiquement des savons, que l'on combine avec une polymérisation d'un oxyde métallique qui peut être de la silice. Et donc autour de ces micelles, ça c'est des slides que je vous ai montrés au moins 10 fois, autour de ces micelles, vous avez la formation, vous voyez, de ce film bleu qui correspond à la condensation de ces tétraèdres. Une fois que vous lavez le savon qui est en orange, ici, eh bien, vous récupérez des matériaux avec une porosité contrôlée, puisque globalement, elle est contrôlée par la taille des micelles. Et éventuellement, si vous vous amusez à placer une molécule avec une fonction supplémentaire, eh bien, vous allez avoir un matériau non seulement poreux, mais un matériau fonctionnel. Donc ça se caractérise très bien par structure des rayons X, puisque vous avez un motif de répétition dans l'espace, même si les murs peuvent être amorphes, mais en gros, vous avez des zones denses et non denses, et ça se voit bien par microscopie électronique également. Vous voyez, on voit bien les petits trous, je dirais, à des échelles typiquement, globalement, entre 2 et 50 nanomètres, voire 100 nanomètres. Donc ça, ce sont des travaux qui ont été faits également au laboratoire, comme dans beaucoup de labos dans le monde. Donc on a étudié beaucoup de systèmes très différents, avec des réactivités différentes, bien entendu, des mises en forme différentes, que ce soit sous forme de film, de particules, de poudre ou bien de fibres carrément mésoporeuses. Et donc, avec des compositions très variables, évidemment, les conditions sont ajustables en fonction de la chimie, parce qu'à chaque fois, on a des chimies qui sont un peu différentes. Alors ça, ce sont des systèmes particuliers que l'on avait créés, en fait, à un moment, en espérant faire des... Ah, là, j'ai un problème. Alors,
Ça va se... Donc ce sont des systèmes que l'on avait fait à un moment en pensant qu'on arriverait, l'idée en fait qui était derrière ça, c'est d'arriver à faire des membranes avec des tubes conducteurs de protons. Finalement ça n'a jamais marché, mais l'objet, sous cet angle-là en fait, avec cette approche-là, mais globalement l'objet était quand même intéressant, où je suis par là, voilà. Et donc ce qu'on avait fait dans cette étude, ça c'est un travail qui a été fait par... la microscopie a été faite par Ovidiu Hersen. Voilà. Voilà. Donc dans ce travail, vous voyez, on avait fonctionnalisé la surface avec des fonctions Thiol et on voulait savoir où se trouvaient les fonctions Thiol dans un premier temps, puisqu'on voulait avoir un système de canaux conducteurs. Et donc pour les imager, en fait, on a nucléé de l'or dessus. Et ce que vous allez voir ici sur ce cliché de microscopie électronique, si ça marche, en gris, c'est la silice, et les particules d'or, en fait, sont les particules qui ont été nucléées sur les thiols. Et donc, vous voyez, l'essentiel des fonctions et de l'or se trouve à l'intérieur de la particule, donc de cet objet anisotrope, qui a des porosités, je dirais, mésoscopiques, typiquement à l'échelle de 2 ou 3 nanomètres. Et puis, vous voyez, bon, personne n'est parfait. Vous avez également des particules extérieures, ce qui rassure l'être humain, c'est que rien n'est parfait. Alors, bon, évidemment, on peut utiliser comme gabarit d'autres types de molécules, pas simplement des tensioactifs ou des blocs copolymères commerciaux. Ça, c'est un travail que j'aime beaucoup qui a été fait par Uli Wissner, où il a utilisé, vous voyez, des polymères, je dirais, des blocs copolymères un peu plus sophistiqués que ceux que l'on trouve dans le commerce, je dirais, qui permettent, vous voyez, de faire des mésostructures assez riches. Il y a une grande richesse de mésostructures. Et lorsqu'on combine ça avec un aluminosilicate, par exemple, en choisissant la bonne composition, on va pouvoir faire ce genre de structure qu'il a appelé, bon, le rêve du chimiste et le cauchemar du plombier. Vous allez comprendre pourquoi, parce que ce sont des structures poreuses cubiques bicontinues où vous avez deux réseaux de tuyaux, en fait, en bleu et en marron, mais qui ne se connectent pas. Donc c'est très joli au niveau de la connexion chimique, de l'esthétique. Hein, voilà ce que ça donne, mais ce n'est pas très facile au niveau d'un plombier qui aura réparé ce genre de choses. Donc très très beau sujet, donc en élargissant finalement les possibilités chimiques du côté de la chimie des polymères. Alors il y a eu beaucoup de travaux en utilisant ces matériaux poreux dans le cadre de tout ce qui est nanomédecine, c'est-à-dire pour faire des vecteurs thérapeutiques, en particulier ciblant par exemple des maladies type cancer. Donc les qualités d'un vecteur thérapeutique, vous les connaissez, hein, c'est d'être administrable, bioconvertible, efficace, sélectif, bon ciblage, leurrer les mécaniques de résistance, élimination, et en plus de délivrer un médicament, de pouvoir apporter de l'imagerie, du diagnostic et différents types de thérapies, non seulement chimiques ou biologiques, mais également thermiques ou radio. Donc ça veut dire que ce système doit être d'une part multifonctionnel, donc ce vecteur va être un composite, donc bon, il y a une chimie de surface qu'il va falloir exister, et puis il doit être petit parce qu'il ne doit pas être vu par les systèmes de défense immunitaire de l'organisme. Donc typiquement, on va cibler des tailles de l'ordre de 20 à 200 nanomètres. Hein. Donc ça, je vais aller très vite là. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans 2 leçons en 2014 et 2015, mais si je veux résumer en fait l'idée de ces cours, en fait, il faut qu'on ait un objet petit qui se camoufle. Donc le camouflage du premier ordre, c'est passer inaperçu en jouant sur la taille. Vous voyez, par exemple, ça c'est une possibilité. Donc une autre possibilité, c'est de rajouter un peu des masques supplémentaires. Hein, donc ça, c'est typiquement ce qu'on fait quand on pégyle, on opsonise. C'est-à-dire on se bat contre les opsonines qui ont tendance à capturer finalement le vecteur en mettant des groupements hydrophiles sur la surface. Donc ça, c'est une possibilité. Et il y a eu énormément de travaux qui ont été faits justement sur des hybrides multifonctionnels avec différents types de morphologie, des cœurs couronnes. Ça, c'est un travail qu'on avait fait au laboratoire en collaboration avec le groupe de l'Imperial College, ou des nanoparticules. Vous voyez, les tailles, c'est typiquement la centaine de nanomètres, ou des objets, par exemple, qu'on peut obtenir directement par spray, à voie aérosol. Mais ça ne suffit pas. Donc je vais juste prendre un exemple, celui de ces objets-là. Vous voyez ici ce qu'il y a, c'est que vous avez la couche avec plein de trous ici, mais vous avez une couche autour qui est une couche phospholipidique. Hein.
Et donc, c'est ce que les gens recherchent, et il y a de nombreuses études, c'est-à-dire que le vecteur que je symbolise par ce petit dessin, eh bien maintenant, on va pouvoir non seulement rajouter des principes actifs à l'intérieur, mais on va obturer les trous avec des nanoparticules ou des polymères, des fonctions stimulables. Tout ça, c'est de la chimie de surface qu'on peut ajuster, des polymères sensibles aux stimuli, par exemple à une variation de température ou une variation de pH. Voyez, et donc ça peut être des stimuli je dirais, exogènes qui viennent de l'extérieur. Par exemple, si on a des particules magnétiques et qu'on crée un peu de chaleur, de l'hyperthermie, ça peut permettre de libérer des principes actifs. Ou endogènes au moment où le vecteur va croiser finalement des biomolécules qui, par exemple, donneront une réaction d'oxydoréduction ou une variation de pH donc quand ils rentrent dans certaines zones de la cellule. Et donc ça permet de libérer finalement les molécules en surface et donc de créer des possibilités pour évacuer les médicaments. Vous voyez, principes actifs, hein, des systèmes de complexation. Donc en fait, cette chimie autour des vecteurs de silice est très riche parce que la chimie de surface de la silice est relativement bien connue, bien qu'il reste encore un certain nombre de choses à faire. Alors, ça, c'est ce que j'appellerais l'art du camouflage, vous voyez, dissimulation, de se fondre avec son environnement. Ça, c'est encore mieux que ce que je vous ai montré avant. Hein. Alors, voilà, c'est l'exemple que je préfère, c'est celui de Brinker, qui a été publié en 2009. Ce qu'il a fait, c'est donc, sur ces vecteurs de silice poreuse, eh bien, il a recouvert ces vecteurs de couches de phospholipides en, justement, les modifiant avec du cholestérol pour les aspects à la fois labilité latérale et adhérence sur la surface, avec différents types de phospholipides, donc c'est des systèmes qui sont longs à optimiser, et puis que l'on peut charger, vous voyez, avec des peptides pour le ciblage, des peptides fusogènes, tout ça c'est pour je dirais, améliorer l'interaction avec la cellule, hein, les principes actifs qui peuvent être très variés, vous voyez, typiquement, ces vecteurs permettent de charger des systèmes qui sont hydrophobes ou hydrophiles et des systèmes qui sont a priori incompatibles. Donc on peut, avec à mon point de vue, c'est un très très joli travail. Alors qu'est-ce que ça donne, ces systèmes? Eh bien, bon, ça c'est ce que j'ai décrit dans les leçons, mais en résumé, en fait, c'est ce qu'il appelle lui des protocelles, avec des diamètres de 150 nanos. Vous avez des taux de charge qui sont très élevés. On peut atteindre, dans les mésos aujourd'hui, on peut atteindre de 30 à 60% selon les conditions d'élaboration. Très bon ciblage, haute cytotoxicité spécifique aux cellules cancéreuses, donc peu de dommages collatéraux. Et comparé, en fait, toutes ces manips ont été comparées à ce qu'on appelle les étalons d'or ou les gold standards des liposomes, ce qu'il y a de mieux, eh bien, ils sont 100 à 1000 fois plus efficaces. Donc ce sont des systèmes qui sont assez intéressants et qui sont construits via la chimie douce. Alors il y a encore une façon d'augmenter la qualité du camouflage. Ça, c'est ce que je vous avais montré, que vous avez bien... Vous voyez ici, il y a un bâton, un phasme. Ici, vous avez un caméléon. Ici, vous avez un poisson. Vous avez un gecko. Je vais vous en montrer. Ici, vous avez un hibou. Vous voyez, un mille-pattes, un crapaud. C'est magnifique, la nature. Hein. Donc ça, c'est encore aller plus loin dans le camouflage. Et ça a été fait, il y a eu un certain nombre d'articles, mais pour vous faire comprendre un petit peu l'idée, c'est de se dire, ben, finalement, le meilleur camouflage pour un vecteur thérapeutique, c'est d'utiliser finalement la cellule elle-même. Donc ça, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits au niveau international et également dans les groupes de Florence Gazeau à Paris 7, à l'université de Paris 7. Donc l'idée, c'est d'utiliser un mécanisme d'endocytose, donc d'absorber des vecteurs, de les faire transformer et ensuite de les faire, via l'exocytose, de créer finalement des vecteurs qui sont déjà entourés du véhicule de sécrétion. Et donc ça permet finalement d'avoir des systèmes qui sont assez intelligents et qui vont être bien camouflés. Donc ça, il y a eu un certain nombre de travaux, donc ceux que ça intéresse, allez voir ces leçons-là, où je rentre beaucoup plus dans les détails. Mais vous voyez, par exemple, ça, ce sont des endosomes ou des lysosomes qui ont été obtenus après sécrétion. Vous avez un ensemble, vous voyez, de nanoparticules qui sont piégées au sein d'une cellule. Mais évidemment, il y a des systèmes plus complexes qui sont en train d'être réalisés, mais c'est un peu le complexe, je me dis, finalement, utiliser la nature comme outil de fabrication pour avoir le camouflage optimum. Alors, depuis, je dirais, une bonne vingtaine d'années, on est de plus en plus dans une chimie douce, je dirais, intégrative, qui est généralisée. Bon, donc, la première personne qui avait parlé de chimie intégrative, hein, de façon très honnête, eh ben, c'est Steve Mann.
qui est quelqu'un que j'apprécie énormément beaucoup. Bon, on a repris un peu ces concepts-là dans un travail beaucoup plus étendu avec Gallo et d'autres. Et puis, bon, plus récemment, Reynald Backhoff a utilisé également la terminologie chimie intégrative. Mais qu'est-ce que c'est la chimie intégrative? Bon, c'est quelque chose de très simple. C'est toute la chimie que je viens de vous décrire en très peu de temps, qui est finalement est plein de facettes, c'est multifacette. Il n'y a pas de sélectivité entre l'organique et le minéral, c'est une chimie qui est très large. Et de la combiner, puisqu'on part de systèmes colloïdaux, donc de systèmes qui ont de la fluidité, qu'on peut comparer dans certains cas à des systèmes un peu polymériques, à des procédés de fabrication qui vont être tous les procédés qui sont largement utilisés, mais depuis un bon moment, avec les polymères. Et ça, vous pouvez le faire justement avec ces phases hybrides, que ce soit donc de l'aérosol, de la formation de fils, de l'extrusion réactive, de l'électrospinning, du moulage 3D. Là, il y a énormément de choses à faire. Il y a des gens dans la salle qui savent que c'est vraiment un domaine d'une richesse assez exceptionnelle. Et donc, de combiner finalement toutes ces méthodes, je dirais, de fabrication, mais maintenant les transcrire à des échelles avec des objets nanométriques, avec des systèmes plus complexes, et puis toujours jouer soit sur des phénomènes d'auto-assemblage, avec des gabarits divers qui peuvent être ce que je vous ai déjà décrit, des polymères, des virus, des billes de latex, et puis des phénomènes physico-chimiques comme tout simplement des micro-émulsions ou bien quelque chose qui est très bien connu dans le domaine des polymères, en fait ce qu'on appelle les figures de respiration. Donc ça, ce sont des choses très classiques. Utiliser finalement un double gabarit. Le latex, c'est un système poreux pour imprégner d'abord des billes de latex. Et ensuite, donc, on libère finalement les parties polymériques, vous voyez, pour obtenir des systèmes à structure hiérarchique. Là, ce que vous voyez, c'est les trous du latex. Dans les murs, à nouveau, vous avez des trous qui sont plus petits, associés finalement aux tensioactifs que vous avez utilisés. Ça, ce sont, vous voyez, des systèmes qui commencent à être multiporosité, où on combine à nouveau des polystyrènes, c'est ce qui est fait de façon la plus standard, avec des petites particules de silice. Et vous voyez bien que ces édifices maintenant présentent une véritable hiérarchie, puisqu'on part de systèmes microniques jusqu'à l'échelle de quelques nanomètres. Et donc je vous rappelle, voici ce qu'on voyait dans la fameuse diatomée, et puis voilà par exemple des matériaux synthétiques. Évidemment, on en est encore loin, mais je dirais que pour les plus jeunes, il vous reste encore du temps et vous pouvez sans doute espérer aller vers des structures de ce genre. Donc structure hiérarchique fonctionnelle, donc gabarit, varié, et puis d'autres systèmes, type séparation de phase. Donc ça, il y a eu pas mal de travaux dans l'équipe au laboratoire. Ça, ce sont des systèmes à deux porosités, fabriqués en présence d'organogélateurs. Ça, ce sont des cœurs shell avec trois niveaux un cœur de latex, une couronne de silice et un polymère qui a été greffé à partir de la surface de la silice à partir d'une réaction radicalaire contrôlée. Ça, ce sont des figures de respiration d'oxyde de cérium. Donc, vous voyez là, ce que vous voyez ici, ce sont les macropores qui sont dus à l'eau, en fait, au brouillard d'eau que l'on utilise pour créer ces figures de respiration. Mais l'intérieur de ces murs-là, ce sont des toutes petites particules qui créent une toute petite microporosité. Ça, ce sont les mousses qui sont faites par Reynald Backhoff à Bordeaux, où à nouveau vous avez une porosité hiérarchique. Ici, vous avez également des structures hiérarchiques plus complexes, qui sont des membranes pour piles à combustible. Ça a été développé par Christelle Laberty. Donc, ce sont des membranes qui ont des performances assez intéressantes. Ou bien, par exemple, des monolithes de silice ou hybrides faits par impression 3D, ou des produits qui sont faits par les voies aérosols, avec justement la possibilité de contrôler au moins à l'échelle micropore, mésopore, macropore, en fonction finalement des réactifs chimiques que l'on met à l'intérieur. Donc ça, ce sont d'autres exemples de chimie, je dirais, de systèmes à structure hiérarchique qui sont faits en combinant gabarit, chimie et procédés. Ça, c'est les résultats qui ont été obtenus par les collègues du Fraunhofer il y a pas mal d'années, en utilisant de la lithographie d'absorption à 2 photons. Des résolutions standards, c'est 200 nanomètres. Ce qu'on espère, c'est 50 nanomètres à partir d'une image sur l'ordinateur. Et ça, c'est typiquement un hybride, c'est un système silice-silicone, donc c'est un hybride. Et c'est fait avec ces formes-là. Donc là également, il y a un certain nombre de choses à explorer de mon point de vue. Ça, ce sont des capteurs AGEDAN qui ont été élaborés via des collaborations avec le groupe de Limoges, et en particulier avec Martine Lejeune et ses collègues.
Et donc ça, c'est des travaux récents qui ont été faits par Marco et en particulier par Olivier Dutstein, qui utilisent en fait un phénomène très simple pour créer finalement des structures. En fait, l'idée ici, c'est que pendant en fait, la formation d'un film, vous allez avoir un fond d'évaporation et finalement, en jouant sur la vitesse de retrait, vous allez pouvoir mettre en compétition deux effets, une relaxation du stress qui ouvre les fissures, un peu comme lorsque vous observez de la boue craquelée, et puis l'accumulation du stress qui est due finalement au liquide qui s'évapore. Et donc ça permet de faire des structures photoniques, vous voyez, avec des craquelures, mais qui ne sont pas des craquelures, je dirais, un peu désorganisées, mais qui présentent un certain niveau d'ordre. Et donc voilà comment ça se passe. Ça, c'est un film en train de se faire. Et vous voyez, finalement, vous avez des motifs. Ça, c'est le travail que fait Mathéus en ce moment au laboratoire. Et donc, ça, c'est un système qui est... vous voyez, on va avoir un système qui va être bien organisé. Hein, et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on va pouvoir, à partir du moment où on s'est stabilisé et concentré au bon niveau des dispersions colloïdales d'à peu près tout type de système, on peut arriver à faire des structures, des patterns de ce type. Hein. Donc évidemment, comme ces systèmes sont à l'échelle du micronique, eh bien, vous avez des systèmes de diffraction de la lumière. Le pari aujourd'hui, c'est justement d'arriver à faire des choses beaucoup plus petites au niveau des espacements. Mais ça demandera encore pas mal de travail parce que je pense qu'il faut mettre des valeurs, je dirais, beaucoup plus physiques comme la viscosité, les propriétés mécaniques, in situ pendant que le film se ferme, si on veut vraiment aller vers vraiment une étude scientifique de ces systèmes. Alors bon, il y a beaucoup de systèmes qui ont été faits par Mathéus, hein, donc des particules organiques, des latex, du minéral à peu près tout, des particules hybrides, du MOF, des systèmes fluorescents, des bioparticules, des bioobjets. Donc typiquement ici, vous avez une phase hybride avant calcination, après calcination. Ici, c'est un minéral, vous voyez, donc vous l'avez ici après calcination. Ici, l'oxyde d'iridium, zirconium, tungstène, silicium, ITO et bien d'autres. Hein. On peut faire plusieurs couches, hein, donc ça, c'est ce que fait Mathéus. Donc vous pouvez quadriller, vous pouvez faire une première déposition dans ce sens et une deuxième dans l'autre pour éventuellement incliner le patterning. Et donc vous obtenez, vous voyez, des structures en réseau qui présentent un degré d'organisation assez beau. Donc ça, c'est des systèmes multicouches croisés, TiO2 en surface, la dernière couche et la couche du fond, c'est de l'oxyde de zirconium. Mais bon, à partir de ça, on peut imaginer énormément de systèmes. Alors, au niveau des procédés, quelque chose qui a été énormément développé dans le groupe, en particulier avec Cédric, c'est tout ce qui concerne les voies aérosols. Et donc ça permet, vous voyez, d'obtenir des matériaux sous forme de particules. On peut faire des dépôts directement par le spray ou bien sur les cheveux, si pour ça peut intéresser quelqu'un. Ce qui est intéressant dans cette voie aérosol, c'est d'une part qu'à partir du moment où vous savez stabiliser une solution colloïdale, globalement, ça c'est l'étape numéro 1. La deuxième étape, c'est qu'ici, vous passez dans un four pour former ces gouttelettes qui sont formées par auto-assemblage. Mais ici, vous êtes à la température d'évaporation de votre solvant. Donc un mélange alcool-eau, tout le monde sait à peu près la température, c'est pas très haut. Et ça passe en 2 secondes, ce qui veut dire que ces systèmes-là sont compatibles avec la matière organique et avec la matière biologique. Donc ça permet d'ouvrir finalement un certain nombre de choses intéressantes. Bon, on a travaillé pas mal avec Cédric sur ces systèmes-là. Bon, aujourd'hui, dans le labo, vous voyez, on a quand même une vingtaine de brevets et une quinzaine de publications qui tournent autour de l'utilisation des procédés aérosols. Et ça, c'est un travail qu'a fait Marco Faustini avec Jennifer Perron sur justement, par aérosol, vous voyez, créer ces structures hiérarchiques d'iridium qui sont très intéressantes comme catalyseurs pour les électrolyseurs d'eau. Hein, et vous voyez, ça ressemble pratiquement à une éponge, hein, ce n'est pas du tout de la pure inspiration, mais ça ressemble à une éponge, ce sont des structures qui sont magnifiques. Hein, et donc, ces systèmes sont intéressants pour l'électrolyse de l'eau, en particulier en milieu acide, hein, c'est cette réaction-là, donc c'est ce qu'on appelle Oxygen Evolution Reaction, donc c'est la formation d'oxygène à partir, donc sur l'anode, et donc il y a besoin de catalyseurs, je dirais, intéressants. En général, les catalyseurs utilisés sont des systèmes à base de métallurbe du type iridium ou rutédium, mais là, il y a une méthode de synthèse qui permet de créer de la surface, donc en gros, on fait un spray en présence de polymères. Hein, et donc ensuite, il y a une étape de calcination qui est intéressante parce que ça génère, vous voyez, à partir de ces boules-là, de ces systèmes-là où on a énormément de surface créée par la porosité, on va créer finalement un système qui est un réseau de nano-aiguilles, mais qui est déjà assemblé, qui est collé au niveau micronique.
Donc ce n'est pas vraiment un nano-objet dispersé, donc ça peut être intéressant. Et donc ce qu'il a trouvé avec Jennifer et bien d'autres dans ce travail, c'est que les catalyseurs étaient très performants en milieu acide, avec des surtensions qui étaient raisonnables. Et en particulier en ce moment, ce que fait Mathéus, c'est justement de commencer à substituer ces métaux par d'autres métaux type molybdène ou autres. Et les résultats qui vont être publiés sont plus qu'encourageants. Mais à nouveau, c'est la même méthode d'élaboration. Et on trouve également des matériaux avec ces super structures hiérarchiques. Ça, c'est un travail qui a été fait par Mathéus, où vous voyez, on fait des métaux poreux avec des compositions très variables autour de ces métaux-là, mais il y en a bien d'autres qui sont encore dans la valise. Alors maintenant, je voudrais parler un peu, vous voyez, justement, quand on parle de ces formes qui sont magnifiques, là, ces systèmes qu'ont fait le Jennifer et Marco sur ces systèmes à base d'iridium, qui ressemblent à des éponges, eh bien, dans la nature, il y a clairement une chimie des formes. Vous voyez, ici, vous avez un gypse, CaSO4, ça c'est connu, un gypse, donc c'est du sulfate de calcium hydraté avec ces formes-là. Et donc, vous voyez, on peut également, par synthèse, en jouant maintenant sur un autre niveau, ce qu'on appelle au-dessus de la mésocristallisation, il y a la cristallisation qui peut être contrôlée cette fois-ci. Et donc, vous voyez, ça, ce sont des plaquettes agrégées en rose des sables, et ça, c'est obtenu en jouant sur des effets de solvant à un mélange de C60 et de ce polymère amphiphiles qui est fonctionnalisé par une porphyrine. Donc, vous voyez, on peut passer de ça en jouant finalement sur les étapes d'agrégation, nano et de cristallisation à des formes qui commencent à être complexes. Bon, voilà, ça c'est un autre exemple. Évidemment, l'image est colorisée. Donc, c'est des formes qui commencent à être beaucoup plus complexes. Donc, ça, c'est de l'argent, un fullerite d'argent. Et je peux vous en montrer d'autres, des systèmes finalement avec des formes, je dirais, cristallines assez magnifiques, assez jolies. Et là, je voudrais me centrer finalement sur un exemple qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est celui de certains mésosystèmes, mésocristaux, qui sont faits de façon assez simple. Et pour cela, je voudrais prendre un travail, vous voyez, qui est finalement la formation de composites de carbonate de strontium ou de barium. Les deux travaux, les images, les premières ont été publiées par deux groupes. Un groupe japonais, le groupe d'Imai, en 2003, et un groupe espagnol, en 2003 également, l'un travaillant sur des composites strontium carbonate silice et l'autre sur du barium carbonate. En gros, c'est de la craie avec... le calcium a été substitué par le strontium ou le barium, mais en gros, ce sont des composites craie-silice qui arrivent à donner finalement, vous voyez, ces structures qui sont assez magnifiques, et on peut en obtenir d'autres en fonction du procédé et des conditions. Température temps de formation à 20 degrés, une dizaine d'heures, donc des globules, des nacelles, des vers de terre, des tresses hélicoïdales. Donc là, on va vers une structure à un autre niveau de taille. Vous voyez, ici, on est à 100 microns qui se développe à partir, je vais vous le montrer, d'objets à l'échelle nanométrique. Donc ça, ce sont d'autres exemples, vous voyez, en feuilles, en verre. Ça, ce sont des exemples qui ont été publiés beaucoup plus tard par le groupe de Harvard, mais l'avantage, c'est qu'ils ont mis la couleur sur leur cliché de microscopie électronique, donc ça ressemble plus à des fleurs, mais les concepts, je dirais, tout le travail avait déjà été bien établi dans les travaux antérieurs. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est assez simple. En fait, c'est une cristallisation en milieu basique, dans cette zone de pH, en présence en fait, de silice, de silicate. Donc vous avez du CO2 qui vient de l'atmosphère, et à partir de vos deux sels, du silicate de sodium, vous allez précipiter un composite, carbonate de barium, silice. Mais cette précipitation, elle va être très particulière, parce que ces carbonates de barium ou les carbonates d'alcalin, en fait, ont des structures qui sont relativement anisotropes. Vous allez former des petits barreaux allongés. Et donc, que j'ai symbolisé par ce petit truc rouge. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des nucléations successives du carbonate de barium avec le CO2, vous formez l'acide carbonique, et ensuite vous précipitez. Donc, le pH local monte, mais c'est ce que veut la silice pour protoner et créer de la condensation. Et quand la silice se condense, le pH local descend. Donc, vous avez un système de bascule, pH monte, pH descend en permanence. Et donc, vous avez une nucléation autour des petits barreaux anisotropes de silicate qui sont précurseurs. Alors, ce qui commence à être assez intéressant, justement, c'est que vous avez un espèce de cycle catalytique qui se fait en permanence. Et donc, ces objets vont se recouvrir, mais à chaque fois, vous allez continuer à recréer, quand le pH va remonter, vous allez recréer finalement des petits bâtonnets du carbonate correspondant.
Donc des objets anisotropes, les gens qui sont dans la salle savent que des objets anisotropes, à partir du moment où on augmente la fraction volumique, on va obtenir des systèmes qui ne sont pas totalement aléatoires, on va obtenir des mésosystèmes, donc typiquement des phases où on commence à avoir de l'organisation. Ça, c'est un système à plat. Mais si on pousse ces systèmes-là dans un canal, eh bien, ces cristaux liquides vont s'organiser. C'est-à-dire qu'il va y avoir une forme, et c'est ce que je vais vous montrer ici. En fait, ici, vous avez ces variations de pH qui créent finalement ces objets anisotropes, qui créent finalement des cristaux liquides, et vous avez ici une nappe qui se forme. Une nappe qui se forme avec ce composite silice-carbonate de barium. Et donc ça, c'est une croissance, vous voyez, qui est assez longue, c'est quelques microns par minute. Donc il faut bien un certain nombre de temps pour arriver à faire l'objet à une échelle macroscopique. Alors cette nappe, elle a une particularité, c'est que finalement, vous avez une hydrodynamique de la nappe, et donc vous imaginez, en fait, c'est comme une espèce de vague de surf qui se déplace. Et ensuite, les morphologies que vous allez obtenir vont dépendre, par exemple, de la vitesse radiale, évidemment, de votre système, du contact, par exemple, si vous touchez la paroi de verre, ou une lame que vous mettez inclinée dans le bécher. Vous allez également avoir des vitesses azimutales qui peuvent être différentes ici. Les deux lèvres peuvent avoir des hauteurs différentes. Et également, vous pouvez avoir des courbures dans ce sens, ou une dans ce sens et l'autre dans l'autre. Et donc, cette hydrodynamique de la nappe va vous permettre de créer finalement différents types d'objets. Et ce que vous voyez ici, c'est finalement la formation de ces objets in situ, dans différentes conditions. Là, vous voyez se répandre ce qui va donner lieu à une feuille. On la voit ici avec les lèvres qui commencent à se retourner vers l'intérieur. Et donc, vous voyez les formes que l'on peut obtenir. Ici, vous voyez un système qui, justement, commence à s'intercroiser. Vous voyez? Donc, ici, c'est à nouveau un système qui s'intercroise. Ici, un système qui va ressembler à un ver de terre, pour certaines valeurs des coordonnées et des données hydrodynamiques de la nappe. Mais en fait, le produit dedans, ce sera toujours un carbonate de barium ou un carbonate avec des systèmes anisotropes et de la silice. Et donc, vous voyez, on peut arriver à créer des objets sur la même base qui peuvent être compliqués, mais les apparences peuvent être trompeuses. Ça, c'est que du minéral. Et ça, c'est un corail vivant, donc c'est un hybride. Mais ici, vous n'avez que du minéral. Alors ça peut poser des problèmes aux scientifiques, parce que ici, à nouveau, c'est un biomorphe carbonate de barium silice, ça ressemble vraiment à un ver de terre. On enlève la partie craie, en fait, le carbonate de barium par un lavage avec du vinaigre, de l'acide acétique, et on garde quand même, au niveau géologique, on va garder une forme qui va ressembler à un lombric minéral. Alors ça crée des problèmes, parce que lorsqu'on fait des analyses sur Mars et qu'on trouve ça, on peut faire un très beau journal Science en disant, voilà, la vie est sur Mars, on a une relique d'un microbe martien. Voilà. Par contre, ça, c'est le vrai ver, et ça, c'est par exemple des vers qu'on peut obtenir par une voie de minéralisation toute simple. Donc, en science, je crois qu'il faut toujours être prudent. Alors, je voudrais terminer mon exposé là-dessus. En fait, c'est un peu vous parler de l'évolution des sciences. Vous savez qu'on est vraiment dans l'ère de l'informatique. On a des ordinateurs de plus en plus puissants, avec des possibilités de calcul qui sont énormes. Si vous tapez sur Internet, vous allez voir des mots du type machine learning, deep learning, intelligence artificielle. Et tout ça, ça va forcément avoir un impact dans la science. Et forcément, ça va avoir un impact pour les générations qui sont en train de se construire, je dirais, au niveau de la chimie, au niveau des matériaux. Alors là, je vous donne simplement mon point de vue à moi, que je ne vous oblige pas à partager. Alors, voilà un peu l'évolution des sciences. Typiquement, au début, c'était quand même des résultats empiriques, puis, je dirais, sont arrivés, grâce à la pesée, grâce aux travaux de Lavoisier ou d'autres, les lois, en fait, les lois de la chaleur, les lois de thermodynamique,
typiquement. À partir des années 50-60, eh bien, on est rentré dans un troisième paradigme où on a utilisé justement les méthodes de simulation pour aider finalement à la résolution de problèmes de chimie ou de physique, mais en particulier de chimie, avec les théories d'IFP, et en basant sur la dynamique moléculaire. Et tout ça, ça s'est fait avec une amélioration constante de la puissance des calculateurs et une amélioration également des moyens de calcul et des modèles. Bon, là, au-delà des années 2000, on est vraiment d'une étape où finalement les gens parlent d'apprentissage automatique, en fait d'une science qui va être conduite via des banques de données, avec des analyses prédictives, des regroupements, vous voyez, quelque chose finalement où, de façon un peu caricaturale, mais fausse, on mettra la donnée dans l'ordinateur et globalement, on ramassera le matériau à la sortie avec la main droite. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais ce sont des choses qui sont hyper intéressantes qu'on ne peut pas négliger. Alors, je me suis amusé à faire un petit peu de biblio, justement, sur les approches d'intelligence artificielle. Ça a commencé très tôt. Vous voyez, Corey, je pense que les gens qui ont fait un peu d'organique le connaissent, c'est un prix Nobel bien connu. Vous voyez, Corey a commencé dans les années 69, à la fin des années 60, puis Gray, 2019, ça c'est pour tout ce qui est moléculaire. Aujourd'hui, vous avez des revues, typiquement 2019, vous voyez, sur la chimie organique de synthèse, qui est aidée, je dirais, par l'intelligence artificielle. Et quand on regarde ce qui s'y fait, on voit que vraiment, il y a déjà un niveau de compréhension sur les aspects mécanistiques et sur la prédiction des objets obtenus au niveau moléculaire qui n'est pas mauvais du tout. Hein. Alors, chimie organique, on fait de l'encodage de l'expertise chimique pour résoudre des problèmes d'élucidation de structure, des mécanismes, planification de synthèse, optimisation des conditions de réaction et des catalyseurs, de conception et de développement de nouvelles réactions. Aujourd'hui, voilà où on en est en chimie organique et à l'interface de l'intelligence artificielle. Si je regarde maintenant du côté des matériaux, la discipline qui m'intéresse plus directement, eh bien, ce que je vois, c'est qu'il y a des travaux qui ont démarré déjà, vous voyez, juste un peu avant les années 2000, essentiellement sur des métaux, des alliages métalliques, des diagrammes de phase qui sont faits grâce à ces modes de simulation, et également des propriétés mécaniques. Hein. Et donc ça, globalement, bon, je vais revenir là-dessus, ce sont la plupart du temps des matériaux qui sont obtenus sous contrôle thermodynamique. D'accord ? Et là, ça marche bien, il y a les premiers travaux. Il y a eu une grande initiative qui a été lancée par Obama autour de 2011, qui s'est appelée The Materials Code, où ils ont mis beaucoup d'argent et beaucoup de moyens sur justement l'intelligence artificielle vers les matériaux, ce que l'Europe n'a pas su vraiment faire. Mais ils ont mis beaucoup de moyens là-dessus, et donc ça a permis quoi ? Eh bien, ça a permis, en particulier avec cette personne, Gerbrand Scheder, qui était au MIT à l'époque, maintenant il est à Berkeley, de lancer vraiment, bon, il y a beaucoup de ces étudiants qui ont été, pas tous, mais qui ont été lancés finalement, ce genre de thématique, finalement des réseaux de gens qui s'intéressent à l'utilisation de l'intelligence artificielle avec une vue, donc la vue est de pouvoir prévoir des matériaux un peu sur mesure. Hein. Donc vous avez des groupes essentiellement aux États-Unis, vous avez également en Suisse des très bons groupes, et également vous avez Beren Smith qui travaille entre l'EPFL et UC Berkeley, mais qui travaille essentiellement sur des MOF et des éolites. Je vais juste revenir pourquoi finalement ça rend sur certains systèmes plutôt que sur d'autres, ce genre d'approche. Alors, globalement, le monde académique s'y est lancé depuis un moment. En France, on a peut-être un petit peu de retard, pour être honnête. Le monde industriel s'y intéresse énormément à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour construire des systèmes de façon très vague, pas uniquement pour les matériaux. Hein. Donc le champ, de mon point de vue, il a bien débuté pour certains types de matériaux, en particulier si vous regardez les projets européens H2020 pour l'énergie, en particulier le projet de Jean-Marie Tarascon, bon, il y a déjà dedans, clairement, des éléments vers l'utilisation d'une certaine intelligence artificielle autour de problématiques qui touchent l'énergie. Hein. Alors, ce qui manque aujourd'hui, de mon point de vue, d'une part, c'est une homogénéité des banques de données. Ça peut se faire, mais ce n'est pas encore le cas. De faciliter les calculs, parce que les articles, certaines parties des articles devraient être formatées. Et puis, ce qui manque énormément, ce que l'on ne décrit jamais, c'est les expériences ratées. Parce que ça, c'est une véritable mine
pour les gens qui font de l'intelligence artificielle. Donc peut-être que finalement le mode de publication va changer quelque part. On va peut-être commencer à alimenter ce qui n'a pas marché et qui souvent est 80% de ce que l'on fait. Et on ne montre que quelques pourcents de ce qui marche, hein, des plus beaux résultats. Alors au niveau des matériaux, vous voyez 2016, 2019, bon, vous voyez les titres, je ne vais pas rentrer dans... mais on sent que la marée monte au niveau des matériaux et de l'intelligence artificielle, mais ce que j'ai vu, moi, en lisant ces publications, c'est que quand même, on reste sur des systèmes bien définis. Ça, ce sont des matériaux associés, vous voyez, aux propriétés d'intercalation du lithium, des matériaux pour la capture de CO2, donc c'est des systèmes qui sont faits par la chimie du solide traditionnelle ou des matériaux thermoélectriques. Et donc là, finalement, ces matériaux ont été prévus avant et on a été regarder les propriétés après, ce qui est pas mal. Ce qui veut dire qu'on peut aller dans ce sens. Mais quand même, ce sont des matériaux qui sont faits par les méthodes conventionnelles de la chimie du solide, c'est-à-dire on chauffe, on se trouve dans des conditions thermo, et avec des structures qui sont relativement bien définies. Je ne dis pas qu'elles sont simples, mais qu'elles sont plus simples que certains objets sur lesquels on travaille. Bon, par exemple, des perovskites, ou bien des MOF. Les MOF, il y a beaucoup de développement. Pourquoi ? Parce qu'on a des systèmes rigides, c'est ce que je vous disais, et on va aller cristalliser le système en poussant le système, en se mettant à l'équilibre thermo. Et donc, on a des structures bien définies à l'arrivée. Donc, c'est des systèmes qui sont assez riches pour l'intelligence artificielle. Et quand vous voyez allez regarder les travaux de Behrend Smith, par exemple, il travaille énormément pour la prédiction de certaines structures MOF. Alors, qu'en est-il des autres matériaux ? En particulier, les matériaux dans lesquels vous allez avoir du couplage de chimie procédé, une importance du procédé de la formulation. Donc les matériaux conventionnels massifs de ce type, oui, ça va marcher tout de suite, parce qu'il y a du contrôle, quand je dis tout de suite, assez rapidement. Par contre, les matériaux de la chimie douce, où le procédé et la formulation sont importantes, toute la matière molle, par exemple, les matériaux fonctionnels, où il y a une part de contrôle cinétique qui n'est pas négligeable, où en particulier ce qui nous intéresse, c'est de bien contrôler les défauts, les hétérogénéités, qui elles vont être les qualités finalement du matériau qu'on développe, eh bien il reste encore des obstacles à surmonter. Mais je ne dis pas que ça ne peut pas se faire. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle peut révolutionner la façon dont la science des matériaux est réalisée ? Je dirais oui. Cela permettra de mieux comprendre de toute façon, cela permet de trouver des matériaux nouveaux et multicomposants, oui. Qu'en est-il de la créativité du chimiste ? Il faudra la revoir sans doute différemment. Et quand on voit les domaines qui aujourd'hui commencent à l'utiliser, c'est énergie-catalyse, avec, je le répète, avec des matériaux qui sont faits par des voies, je dirais, plutôt, entre guillemets, de haute température. Les matériaux intéressants pour le futur, c'est-à-dire les échelles submicroniques, nanoscopiques, matériaux hétérogènes, ça va se faire, je suis optimiste, mais ça mettra un tout petit peu plus de temps. En particulier, ce qui manque aujourd'hui dans l'analyse des équipes que j'ai fait très rapidement, c'est qu'en fait, il y a quand même des décorrélations assez importantes entre les gens qui sont plus dans la théorie et les gens qui font vraiment les manips. En gros, tu as un truc qui marche, voilà, j'ai trouvé ça, tu peux... Non, c'est pas comme ça qu'on peut travailler. Il faut vraiment arriver à créer des vraies équipes en synergie. Peut-être qu'un laboratoire comme le nôtre pourra le créer un jour, mais vraiment avec des gens qui vraiment collaborent. Et puis, il peut être utile de collaborer étroitement avec les dinosaures parce qu'ils ont quand même un certain nombre de choses, je dirais, en mémoire dans le disque dur qui peuvent toujours être utiles. Alors, réponse positive, avec des banques de données qu'il va falloir réajuster. Le timing, de mon point de vue, je me trompe peut-être. Pour les matériaux, je dirais essentiellement sous contrôle thermodynamique, 10 ans. Pour les matériaux avec contrôle cinétique, ça viendra aussi, mais ça sera un tout petit peu plus long, de mon point de vue. Alors, les applications des matériaux obtenus par la chimie douce, je ne vous en parle pas parce que Jacques va vous en parler sans doute, vous montrer au moins quelques exemples dans son exposé, mais vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on voit que la partie non immergée de l'iceberg, avec des applications énergie, santé, environnement, technologie, confort et bien-être, bon, ça, c'est des moyens pour faire financer de la recherche, mais il y a des questions académiques et fondamentales qui sont autrement plus intéressantes, et j'espère surtout que la science que l'on fait tous les jours va pouvoir permettre, nous l'espérons tous, je pense, dans cette salle, d'équilibrer un peu les différentes facettes du monde actuel, de la planète actuelle. En fait, vous voyez, il y a quand même aujourd'hui encore de très forts clivages dans la condition humaine.
Donc voici, je voudrais remercier en fait tous les postdocs, tous les étudiants, je n'ai pas fait la liste, avec lesquels j'ai travaillé, il y en a certains avec lesquels je continue à travailler depuis de nombreuses années, et puis l'ancienne équipe matériaux hybrides du Collège de France. Bon, les gens se reconnaîtront ici avec des compétences, vous voyez, pour aborder des sujets aussi larges et aussi complexes, il faut des compétences multiples, et puis c'est un petit peu le but de travailler justement au sein d'une équipe assez large. Donc je vous remercie tous pour tout ce que vous avez pu apporter, et puis tous les échanges qu'on a eus, et puis pour ceux que j'espère pouvoir continuer avec certains. Mais bon, je dirais mon message, ne vous laissez pas manger par l'administratocratie, parce que ce n'est pas pour ça que vous avez signé une carrière de chercheur ou de professeur, d'une part. Hein, ça, c'est important. Je pense que c'est des choses qu'il faut éviter, et puis la réunionite aiguë également. On a l'impression qu'on fait quelque chose, mais vous n'avez pas signé pour ça, ça je le sais. Alors, la créativité, je vous ai dit, c'est la base de ce que l'on fait, et c'est ce qui est le plus intéressant. Bon, ça c'est un truc que je me suis amusé à le faire, c'est juste pour finir mon exposé. Vous voyez, c'est une espèce de toile où j'ai été piqué finalement, différentes toiles de Van Gogh, de Miro, de Picasso, et puis j'ai fait un espèce de collage, mais ça c'est avec des tableaux connus, et puis je me suis amusé à faire même un collage pas identique, mais un collage basé sur les mêmes principes, avec finalement, vous voyez, des photos de microscopie sur des cellules qui elles-mêmes, on peut être colorées avec différentes nanoparticules ou différents types de colorants, simplement pour vous montrer que, bon, de temps en temps, même dans un travail de scientifique, il faut savoir s'amuser. Je vous remercie.